Hey citoyennes et citoyens, vous aimez Star Wars? Vous aimez les jeux de société? Non, mieux, vous aimez les jeux de société rapides et efficaces à faire pendant l'apéro ou en fin de soirée quand vous êtes incapable de comprendre des règles trop complexes parce que vous avez trop bu. Oui, enfin, buvez avec modération. Eh bien, le jeu Star Wars Le Palais de Jabba, édité par Zenman Games et distribué par Asmodée, est fait pour vous. C'est une réinterprétation du jeu Love Letter, mais dans l'univers de Star Wars, mais au-delà du changement graphique, de nouvelles règles et de nouveaux mécanismes ont été ajoutés au jeu de base. Pour les néophytes, il s'agit d'un jeu de cartes dans lequel il faudra éliminer ses adversaires. Chaque carte représente un personnage, avec 3 caractéristiques, des points de force, une appartenance, l'Alliance Rebelle ou la Cour de Jabba, et un pouvoir qu'on pourra utiliser pour gagner. Par exemple, si j'ai la carte Luke Skywalker, son pouvoir me permet de choisir un adversaire, et s'il a une carte appartenant à la Cour de Jabba, il est éliminé. Par contre, si j'ai une carte Boba Fett, je peux prendre la carte d'un adversaire et la jouer à mon avantage. Avec tous les pouvoirs différents, le jeu permet de bluffer ou de retourner la situation à son avantage, l'expérience est intense. L'autre point fort du jeu, c'est qu'on devra jouer différemment à chaque partie. Pour gagner, il y a en gros 2 solutions. La première, c'est qu'on a éliminé tous les adversaires avant la fin de la partie. Là c'est clair, et on peut profiter d'un verre tranquillement. Non, on peut passer une excellente soirée sans ça. Mais si à la fin de la manche, il reste plusieurs joueurs, eh bien là, c'est la carte mission qui a été tirée en début de partie qui déterminera qui gagne. Ça peut être celui qui a la plus haute valeur en main, ou ça peut être celui qui a joué le plus grand nombre de cartes de l'Alliance pendant la partie. Bref, il y a 4 scénarios qui assurent une nouvelle expérience à chaque fois. Le jeu vous assure des parties de 20 minutes, de 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans. Et je vous avoue que je suis pas très jeu de société, mais j'ai passé un excellent moment avec le Palais de Jabba. Et j'avais pas bu. Bonjour citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine, et nous nous retrouvons pour un 3e épisode de The Visitor. Vous n'êtes pas sans savoir que la saga Star Wars a été rachetée par Disney il y a quelques années, pour le meilleur et pour le pire, et en parlant du pire, nous allons parler de la dernière itération en série de cet univers, à savoir The Book of Boba Fett. Et pour en parler, qui de mieux que PV Nova? Merci pour l'abonnement et bienvenue dans ce live Twitch où... Ah oui tiens, ok. Mais t'es sur quel fuseau horaire en fait? Parce que ça c'est pas clair, tu vois. PV, bienvenue sur le Nexus 6. Merci. On est ravis de te recevoir Ouais. pour parler d'une série dans un univers que tu apprécies particulièrement. Je suis pas un fanatique absolu, mais je suis un aficionados, comme on dit. C'est quoi peut-être ton premier souvenir de Star Wars? Et c'était le retour du Jedi que je pense j'ai vu 60 fois entre mes 8 et mes 12 ans. Je la passais tout le temps en boucle. J'étais ultra fan de Luke, de Yoda et de cet univers quand j'étais petit. Ouais, j'ai tout vu, j'ai vu toutes les séries, j'ai même un peu lu des bouquins. Donc je suis fan de Star Wars sans être très connaisseur, mais j'ai bouffé ça comme j'ai bouffé les Indiana Jones, les Harry Potter. C'est une des sagas qui t'a marqué quoi en fait. Oui. C'est marrant que tu cites le Retour du Jedi parce que c'est aussi celui que j'ai peut-être le plus vu quand j'étais petit. Alors est-ce que c'est celui que tu préfères de la trilogie originale? Presque. Presque. Alors que c'est pas le meilleur cinématographiquement parlant. Non. On est d'accord, c'est l'Empire contre-attaque, ça c'est sûr. J'aimais beaucoup cet aspect bucolique avec l'antre de Jabba. Oui. Qui était à la fois effrayant mais avec plein d'aliens. Il est très kids-friendly. Hein, oui, mais on balance des gens dans leur corps, ils bouffent des gens vivants, enfin... Ouais. C'était justement cet équilibre entre film pour enfants et pour adultes, qui pouvait s'adresser à tout le monde sans édulcorer certains aspects. C'est marrant parce que le souvenir que j'en ai, c'est pas la violence, c'est pas le trou béant dans le désert, c'est plutôt les Ewoks et la fête. Moi, c'est des 3 le film qui m'a le plus marqué. Et alors surtout, c'est marrant, c'est quand on a eu récupéré l'édition remaster, donc THX, je sais pas pourquoi, l'Empire contre-attaque, c'était en VO sous-titré. Ah, bizarre. C'était un peu gênant quand j'étais petit, donc je l'ai moins vu, parce qu'il était en anglais chez moi. Mais du coup, t'as des souvenirs plutôt de la version avec les nouveaux effets spéciaux, ou t'as encore des souvenirs de la version d'avant? C'était déjà des nouveaux. J'ai vraiment gardé les éditions sans les rajouts des années 90, avant que tout soit édulcoré. Hein, tu sais. Ça. Tu dis aficionados, mais quand on a lu quand même quelques livres de la saga, on est connaisseur. Mais on verra ça pendant le quiz. Oh, le quiz! Oh oui, le quiz. Est-ce que tu es bon en quiz? En tout cas, je suis joueur. D'accord. Quel est le nom de l'espèce de Dark Maul? J'en ai pas la moindre idée. Pour moi, c'est les babos qui se peignent le visage à Ibiza. Ah, et puis c'est resté... Non, j'ai aucune idée. Les Abraques. Les Abraques, ils viennent d'où, les Abraques? Ben, je vais vérifier ça tout de suite. J'aime bien les quiz et je suis curieux, donc fais gaffe. Iridonia, qui était le maître de Dark Sidious, a.k.a. Palpatine, alors... Il en parle dans l'épisode 3. Ah là là. C'est dans la scène d'opéra avec Anakin. Il parle de celui qui est capable de faire revivre les morts, quoi. Je vais donner ma langue à un Wookie. Dark Plagueis. Plagueis, à la plague.
D'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé du book de Boba Fett? Très franchement, je suis vraiment très bon public. Mais c'est bien, ça va être intéressant. Je sens qu'on va avoir une discussion un petit peu. J'ai un rapport au cinéma qui est très différent de mon rapport à la musique. Je suis musicien et donc j'ai un plaisir technique dans la musique qui fait que quand quelque chose est bien enregistré, ça va me stimuler. Quand quelque chose est un peu plat techniquement, ça va me décevoir. Et si tu veux, comme écouter de la musique en étant détendu, plaisir, je sais pas le faire, je le fais au cinéma. Débrancher mon cerveau et d'être un réceptacle à émotions et aux histoires. J'ai trouvé que l'histoire de Boba Fett, les émotions, le scénario, les personnages, c'était inégal, mais dans un univers qui m'était suffisamment familier pour que je passe pas un mauvais moment. De là à dire que j'ai passé un bon moment, c'est exagéré sur la première partie de la série, mais à partir du moment où t'as Mando, Luke et Grogu, là j'étais content, tu vois. J'arrive à avoir ce plaisir-là, un peu naïf, à se dire, c'est pas génial, mais en même temps on passe un moment pas trop dégueu quoi. La différence avec les autres projets Star Wars, c'est que j'ai pas envie de le revoir. Ça, j'avoue, c'est quand même pour moi un bon repère. J'ai envie de tout revoir dans l'univers cinématographique Star Wars, sauf Han Solo et Boba Fett, et c'est quand même dommage parce que quand on y pense, Han Solo et Boba Fett sont un peu les deux personnages les plus kiffants de l'univers. Ce que je retiens dans ce que tu me dis, c'est qu'au final, la meilleure partie, c'est celle avec le Mandalorian. Ouais. Est-ce que c'est réellement la série Boba Fett oui, alors, à partir de ce moment-là? En tant que série sur Boba Fett, c'est pas terrible. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était d'une indigence rare. Ouais. À tellement de niveaux, l'écriture, la réalisation, sauf certains épisodes, c'est une catastrophe. Je suis vraiment estomaqué et je ne comprends même pas le projet, quoi. Comprendre le projet Boba Fett parce qu'il est pas clair, comprendre aussi à qui s'adresse cette série, Tout à fait. c'est pas évident parce qu'il y a des trucs très enfantins et d'autres choses plus profondes. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu de quoi parle la série? On est entre l'épisode 6 et 7, on retrouve Boba Fett, chasseur de primes, engagé par l'Empire qui s'est retrouvé donc dans la grande bouche dont j'ai oublié le nom. Le Sarlacc. Donc on retrouve Boba en train de se faire digérer dans cette grande bouche, mais grâce à son armure en Beskar, il a pu ne pas être digéré, alors que bon, quand on y pense, il y a quand même pas mal de coton, notamment sur l'interstice. Il a des brûlures quand même. Il a des brûlures. Alors je n'arrive pas à savoir la temporalité. Parce... La série est pas très claire là-dessus, parce que la barge de Jabba, elle est détruite depuis longtemps, oui, t'as l'impression, mais pas si longtemps. J'ai du mal à déterminer si on est 10 ans ou juste quelques mois après, c'est complexe. C'est peu clair, parce que j'ai l'impression aussi que c'était immédiatement après, parce que c'est logique, tu vois, sinon tu dis le mec est mort. Bah après, il est censé le digérer pendant 1000 ans, donc est-ce que le Sarlacc ne maintient pas en vie ses victimes dans... Bon, mais on peut partir sur quelques années quand même. Il y a quelques indices qui te font penser qu'il y a eu quelques... C'est ça, il a été laissé pour mort quelques années. Donc ce bon vieux Boba se retrouve seul dans le désert. On lui retire son armure et là il se fait kidnapper par les Tusken, les hommes du désert, et on va suivre en parallèle sur deux histoires son ascension jusqu'à devenir le chef de la pègre, et on va voir ce qui se passe une fois qu'il est donc à ce poste. Tout va être très compliqué, aussi bien l'ascension au pouvoir que le maintien du pouvoir. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet aspect, le parrain de Star Wars? J'ai trouvé que c'était intéressant de se retrouver dans un univers un petit peu mafieux, mais ça effleurait... En fait, le gros problème de la série, c'est qu'on ne comprend pas les motivations et la trajectoire du personnage. C'est un personnage qui est forcément hyper intéressant parce qu'il est repenti. C'est quand même un ancien mec qui bossait pour l'Empire, quoi. Et qui donc décide d'un coup de faire le bien. Alors on comprend que c'est parce qu'il se fait adopter par une famille. Ça fait écho à l'esprit Mandalorian, This is the way, tu vois. Il y a plein de problématiques intéressantes, mais il y en a aucune qui est approfondie. Cette rédemption, elle vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, c'est ce paradoxe entre il veut devenir chef de la pègre, et pourquoi, oui, mais gentil. Ouais. Et ça, c'est un peu le côté schizophrène de la série. On fait un truc pour qui? Pour les adultes, pour les enfants, à qui s'adresse la série. Est-ce qu'ils sont capables, Star Wars, d'avoir un héros méchant? En fait, il y a aussi un problème. Boba Fett, on l'a vu 15 minutes dans toute la trilogie originale. Et c'est ça qui avait créé aussi l'aura du personnage, c'est justement qu'on le connaissait peu. Mais il y avait toute une légende qui s'était créée autour de lui. Il avait un visuel très fort, c'est ça aussi qui fonctionnait. Oui. Mais en fait, ils ont déjà fait une série Boba Fett avec Mandalorian, d'une certaine manière, c'est le même archétype. Même le Mandalorian, qui était un peu vendu comme un anti-héros dans les bandes annonces pour la saison 1, au final, il a un très bon fond, notre ami Mando. Bien sûr. Ok, on fait une série Boba Fett, mais faites un vrai anti-héros. Et au final, le mec, il dit quoi? Qu'il veut régner plus par la peur, mais par le respect. Ouais. Mais c'est tous des gros salauds. Oui, c'est un chasseur de primes. Hein. Travailler en équipe et faire le bien, tu vois, d'un coup, sans raison, il n'y a pas l'événement marquant qui va tout changer. Alors si, j'imagine que l'événement marquant, c'est d'avoir son peuple d'adoption anéanti, mais... T'as pas un truc alors qu'ils savent très bien le faire. Dans la trajectoire d'Anakin, c'est très clair.
Et c'est-à-dire, c'est là où d'un coup, ta vie change parce qu'il se passe ci, parce qu'il se passe ça. Et là, c'est un peu dommage là-dessus. Même moralement, au niveau des valeurs, qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux être un bon baron de la pègre parce que toi, tu ne fais que prendre l'argent des gens en échange de leur protection. Ouais. Mais par contre, vendre de la drogue, c'est pas bien. Pour moi, ça a pas grand sens. Assumez votre truc, Disney. C'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qu'on attend de ce personnage? Est-ce qu'on a réellement envie de suivre la montée dans les échelons de la pègre de Boba Fett? J'ai l'impression que sur ce projet, tu sens la lourdeur du processus décisionnel de Disney. Ça pue le compromis, en fait, à plein de niveaux. Ça a été fait à la va-vite. Que face au succès de Mandalorian, ils se sont dit il faut vite qu'on accouche d'un autre truc avec un perso mythique de la saga originelle. Et à la limite, il aurait mieux fait de faire la série Mando, mais avec Boba Fett pour que ça fonctionne, quoi. Oui. Parce que là, on a 2 Mandaloriens, en fait. Ouais, de chasseurs de primes. Ouais. Solitaires sur une planète désertique. Le problème aussi, c'est un petit peu les différents niveaux de narration. En nous faisant vivre des flashbacks qui, au final, sont plus intéressants que cette montée dans la pègre. C'est pas les premiers à tenter un rythme de narration un peu différent avec soit des flashbacks, soit des flash-forward. Déjà, je trouve que de passer à chaque fois par le même plan de la cuve, c'est vraiment nous prendre pour des débiles. Oui. À la limite, la première fois, on peut comprendre, ok, d'accord, donc il est dans une cuve parce qu'il est malade, et là, il se souvient d'un truc, ok, parce qu'il fait un rêve. D'accord. Enfin, ils le font 6 fois, quoi. Là, tu te dis, ok, c'est peut-être un peu trop. Il y a un problème peut-être de fil de narration, c'est-à-dire qu'en plus, les allers-retours ne sont pas directement liés. C'est-à-dire que quand on vient en passé, c'est pas pour expliquer une situation du présent très précise. Là-dessus, j'ai trouvé que c'était pas terrible. Mais je te dis, encore une fois, moi, là où je suis bon public, c'est que j'ai beau voir ça. Après, je regarde, je fais, oh, c'est joli, Tatooine. Regarde, il y a les 2 soleils. Ils pourraient me vendre n'importe quoi. Sauf quand les personnages sont pas attachants. Si le personnage est attachant et que je me projette en lui, je suis plus tolérant par rapport à ses errances de narration. Là, comme j'arrivais pas à savoir où il allait, bah, je comprenais pas trop où il nous emmenait avec ce passé et ce présent. Là, tu commences à aborder le sujet des personnages. On va en parler. Mais avant, un petit quiz. Quelle est l'interjection préférée des Jawa? Il y a un truc qu'ils disent tout le temps. Mais oui. Donc les Jawa, je vois très bien qui c'est les petits Ils font, du ils désert. font un cri tout le temps. Enfin, Mais ils parlent comme ça, donc je sais pas ce que c'est, mais c'est quoi? Outini! Ah oui, Outini. Oui, c'est vrai, oh là là, je c'est savais. terrible. J'étais là, mais oui. C'est terrible parce que maintenant que tu le dis, je le sais là. Oui. Outini. Ouais. John Williams, Oui. compositeur historique de la saga. Cite-moi 4 autres films sur lesquels il a travaillé. La musique d'Indiana Jones. Tout à fait. La musique de Maman j'ai raté l'avion. Bravo. John Williams a fait la musique de Jurassic Park. Ouais. Il a fait la musique de E.T. Oui. La musique de Hook. Tu aurais pu citer Superman, Rencontre du troisième type. Bien joué. L'un des gros problèmes de la série aussi, c'est la caractérisation des personnages, notamment Boba Fett, qui se fait pas du tout respecter. Ah ouais, la scène où il réunit les familles, là... C'est le pire. Ouais, c'est un peu dur, ouais. Dans la scène, il réunit les familles de Mos Espa pour les rallier à lui. Il lui demande pourquoi est-ce qu'on s'allierait à toi, pourquoi on ne tuerait pas là maintenant, mec, on va pas s'allier à toi. Et lui, il se lève de la table, il y a un zoom sur lui, il fait ok, je vais détruire les méchants, enfin les Pike, donc le syndicat Pike, et en échange, vous ne me trahissez pas. Et là, ils se regardent tous. Oui, on ne va pas te trahir. Oui, on est tous d'accord. Et là, très bien. Il se rassoit. La mise en scène te fait croire qu'il a gagné un truc. Il a gagné un truc nul. Ou il a même pas gagné. Parce qu'en plus, toi, t'es là, tu dis, mais ils vont te trahir, mon gars. Évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Et ils le trahissent. Oui, c'est vrai que c'est un peu bidon. Et dans cette histoire, du coup, de monter dans la mafia, d'intrigue de cours un peu, n'importe qui a vu un tant soit peu Game of Thrones, il rigole. Oui. Tu comprends pas quelle est sa force réelle. Il a l'air de savoir se battre, mais encore pas non plus de ouf. Et quand il a pas son armure, c'est compliqué aussi. Le personnage est pas très fort. C'est Fennec Shand qui fait tout le taf. Ouais. Mais là encore, souvent t'es là, oui bon, on a compris. Il va te dire non, et il va se faire entuber, et en fait il est assez faible. Est-ce que c'est ce qu'on voulait de Boba Fett? Peut-être pas, ouais. Je sais pas. Mais même Fennec Shand, on sait peu de choses d'elle. Oui. Il y a cet épisode où il la récupère, il la soigne, qui crée un lien. Mais même ce rattachement, quand tu vois le personnage qu'elle est, qui a l'air extrêmement cynique, le fait qu'elle se rallie à lui, t'y crois pas. C'est un peu gratuit, quoi. C'est genre ils font un casse ensemble, et après toi et moi c'est pour la vie. Les personnages nous marquent plus par leurs défauts que par leurs qualités. Je pense à ces autres sous-fifres, les Power Rangers. Les Power Rangers, c'est les mods, ouais. Ça sent le compromis, tu vois, dont je te parlais. La direction qu'il faut un personnage auquel les jeunes s'identifient. C'est des teens, la meuf elle a un blouson en cuir. C'est pas possible. Dis non, là, les gars, vous êtes allés vraiment loin. Et c'est pas la pire pour moi, c'est celui qui a la prothèse oculaire. Il y a un vrai manque de charisme des comédiens et des comédiennes. Ils sont pas aidés parce qu'ils sont mal écrits. C'est un problème de direction artistique. Sur leurs implants, sur ce qu'ils représentent. Alors après, il y a beaucoup de gens
gens qui ont dit que c'était pas Star Wars. Et moi là-dessus, je suis pas d'accord. Parce que je sais pas si tu te souviens, dans l'épisode 2, il y a cette scène où Obi-Wan va voir un vieil ami à lui qui tient un diner à l'américaine sur Coruscant. Oui. Années 60, américaine. George Lucas, c'est un amoureux de cette époque-là. Bon bah là, en fait, ces personnages-là, ils sont un peu là-dessus. Avec leur pétrolette de l'espace, là, tu vois, les rouge, Vespa, vert, bleu. ouais. Du coup, moi, paradoxalement, j'ai envie de leur dire, mais non, c'est complètement Star Wars, parce que c'est déjà ce qu'avait fait Lucas dans l'épisode 2. Oui. C'était mauvais, mais la prélogie est mauvaise. Donc pour moi, on reste assez cohérent. Mais après, là, on est quand même dans un autre stade. C'est vrai que pour le coup, ne serait-ce que leurs véhicules sont quand même assez étonnants par rapport à 99,99% des autres moyens de transport de l'univers qui sont tous gris, beige ou noirs. Ah si, non, il y a les vaisseaux de Naboo, pardon, Ouais. qui sont jaunes. Et c'est le manque d'aspérité. Alors qu'ils sont sur une planète désertique qui agresse les textures, c'est tu vois. fâcheux, Là, ouais. c'est... Ce qui est dommage, c'est qu'en introduisant des personnages humains modifiés, Ouais. enfin c'est trop bien. Tu te dis, ah putain, on va voir des gens avec des capacités, des pouvoirs. J'ai été marqué par le gars qui a un œil bionique. Oui. Ça, c'est être un truc utile. Et juste un moment où il fait un zoom à la con pour voir sa pote qui est sur le toit. Il la voit très bien, même avec son Oui, œil gauche. elle est à côté. Oui. Enfin, tu sais, c'est aucun moment où c'est genre, il arrive à un endroit, il fait genre, je scanne, ok, il y a 8 gars derrière la porte. Tu sais, il aurait pu être utile à un moment, tu te dis, c'est dommage quand même. C'est gratuit. Ils ont voulu faire trop de personnages, trop d'enjeux, Ouais. trop d'hommages. Film de mafia, Star Wars, film de western, etc. Comme c'est 100% esthétique, c'est des paris risqués. Alors, il y a un pari qui je trouve marche très bien, c'est ce personnage très western qui arrive à la fin. Le premier duel entre Vance Ouais. et donc, comment il s'appelle J'ai plus le nom. Le chasseur C'est de un primes. chasseur de primes. Qui était dans la série Clone Wars, je crois. Ah, ok, ouais. à la base. Il se retrouve donc dans une rue déserte. Là, tout le coup, tu vois la scène de western avec une cloche qui retentit sur un plan large où ils sont face à face. Pour le coup, là, quelque part, ils ont mis les potards à fond. Ouais. Là, C'est ça assumé. marche. Là, ça marche et ça parce marche. que ils nous prennent pas pour des cons, on Il y a va un le faire choix. à l'envers. Il y a un choix. Et ce personnage, esthétiquement, est tellement fort, et même sa voix, que là, tu te dis, waouh, il est cool, il est bien fait celui-là. C'est peut-être le personnage le plus marquant, le plus cohérent par rapport à la mise en scène, par rapport à l'univers. Tout le reste, il y a toujours un peu une dissonance. Alors, j'ai un problème avec les Pikes, je trouve qu'ils ont une tête gentille. Alors, ouais, je suis Qu'est-ce que d'accord. t'en penses? Alors, c'est une race qu'on n'a pas vue dans la trilogie originale, ni la prélogie. Ok. Ils apparaissent dans Solo, mais avec leur masque. Bah, ils ont des têtes gentilles. Et ils sont dans une des séries animées. C'est peut-être parce que nous, on connaît Star Wars depuis longtemps, et c'est aussi une nouvelle race qui nous paraît peut-être sortie d'un peu de nulle part, tu vois. Peut-être Ouais. qu'il y a ça. Pour des grands méchants, ils sont pas très forts. Hein. Un peu engourdis, un peu pâteaux dans leur corps un peu lent. La seule première fois où on les voit se battre, ils se font défoncer par Vance Cobb. Ils ont 5 contre 1, mais ils perdent. Deuxième fois, c'est le dernier épisode où juste ils arrivent un par un et ils servent à rien. Si à un moment ils ramènent 2 gros droïdes qui commencent à faire un peu Ouais. mal, si c'est vraiment une fédération commerciale ultra puissante, normalement ils doivent les dérouiller quoi. Un shérif et 3 pécores. Et donc, malheureusement, les personnages les plus marquants de cette histoire de Boba Fett, bah, c'est le Mandalorien, c'est Grogu et C'est Luke. et Luke Skywalker. Qui est enfin réussi. Mais est-ce que en fait Boba Fett est pas une petite friandise pour nous faire attendre la suite du Mandalorian? C'est là où moi je suis assez déçu. Le fait que les meilleurs épisodes soient avec Mandalorien, c'est presque un aveu d'échec. Mais ça c'est prévu à la base. Ils ont pas fait les 4 premiers en se disant oula, c'est de la merde, vite on revient sur Mando. Là où je suis pas d'accord avec ce que fait Disney, c'est que les gens qui adorent Mandalorien, s'ils veulent pas voir Boba Fett, ils sont dans la merde pour la suite. Si t'as pas vu ces 2 épisodes, Ouais. vu ce qui se passe, c'est-à-dire il récupère Grogu, il a un nouveau vaisseau, bah tu regardes la saison 3 de Mandalorien, tu fais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et ça, c'est un procédé un peu marketing. Maintenant, faut Ouais. que vous regardiez tout, même les pires merdes qu'on fait. Mm. Sinon, vous comprenez plus rien, même des bonnes choses qu'on fait. Ouais, c'est les nouveaux personnages les plus attendrissants et les plus marquants. C'est un duo improbable entre le mec sans émotion et la peluche mignonne surpuissante. Ça marche vachement bien. Ça, Mais oui. ça marche. Quand ils reviennent et qu'ils se voient, enfin tout le truc en fait où Mando va sur la planète et c'est trop mignon, il lui apporte un petit cadeau et tu te dis, oh ils vont même pas se voir et tout cet épisode là, l'épisode 6, il est génial. Et Est-ce qu'on a adoré ces épisodes-là parce qu'ils sont bons ou juste parce qu'ils sont mieux que les 4 épisodes de purge qu'on s'est tapé avant? je trouve qu'il y a au moins il y a des thématiques intéressantes. Ouais. Mais qui viennent de Mandalorian, Voilà. qui ont été Qui viennent du tissés Mandalorian. pendant 2 saisons. Le rapport du Mando à son sabre noir, intéressant, toute l'histoire qu'il y a derrière, d'un coup ils te sortent une prophétie. Bah, c'était déjà présent dans Oui. Mandalorian. Oui, il te rappelle ce truc-là, Voilà. qui est quand même un truc pas mal, parce qu'il n'y a pas énormément de prophéties. Dans Star Wars, jamais. Non, mais je veux dire, dans les séries, ça manquait un truc, tu sais, une espèce de grande direction de l'élu qui va sauver un peuple. C'est quand même ça, Star Wars, à la Oui. base. Bah après, justement, moi, c'est ce que j'avais aimé dans Mando saison 1, c'est que c'était à chaque fois des petites histoires. Oui. Il y avait ce lien entre les 2 personnages et je trouvais ça bien. Bon, tu te doutais que vu qu'il avait la force, ça allait amener à ça. Et ça, c'est un petit reproche que j'ai à la saison 2, c'est qu'elle commençait un peu à se prendre les pieds dans sa grande histoire. Oui, d'accord. Mais j'ai fini par l'accepter. Et en fait, l'alchimie est tellement forte entre les 2 personnages que t'as envie de savoir comment ça marche. Et ça, c'était très très fort. Donc ça, c'est dans Boba Fett aussi, grâce à ces 2 personnages. Mais sur tous les autres personnages, t'as jamais ça, quoi. Ouais. Dans les bons points de Book of Boba Fett, en apprendre un peu plus sur les Tusken, c'était assez sympa, quoi. On craint les Tusken parce qu'on les connaît peu, après tout. Parce
parce qu'ils ont l'air méchants. Oui, oui. C'est un peu une dénonciation du racisme. On ne les aime pas, ils ont l'air terrifiants, alors qu'en fait, Ils se défendent, ouais. ils ont leur culture, ils se défendent contre, en fait, une place dans la société qui est complexe. On avait un peu touché ça du doigt quand Anakin les tue tous dans l'épisode 2. Il dit j'ai tué les enfants aussi, etc. Ouais. Là, d'un coup, tu dis, les Tusken, ils ont des enfants. Et ça, j'y avais pas pensé d'un coup, tu vois. Un petit quiz. Quiz time. Allez. Quel est le nom du groupe de musique qui joue dans la cantina de Moses? Ils ont un band. Quel est le nom? Alors là, t'as les deux mots. Sur tout ce qu'on s'est dit là. C'est Cantina Band. Cantina Band. C'est Alors, génial. mais j'ai appris qu'apparemment c'est le surnom Ah, et qu'ils ont un vrai nom. Est-ce que celui-là tu le connais? Mais moi je le connais pas. Il s'appelle Borbalong and the Double Flak. Mais c'est du Ça aurait été langage. beaucoup mieux. C'est les Modal Nodes. Note modale, ok. Quel est le nom du jeune Ewok qui rencontre la princesse Leia dans Le Retour du Jedi et qu'on retrouve dans les 2 films sur les Ewoks? Oh oui, L'aventure des Ewoks et la bataille d'Endor. l'aventure des Ewoks et la bataille d'Endor. Genre, j'ai aucune idée du nom, mais je vais être ravi de le savoir. Wicket. Wicket, oh, Mais si, c'est impossible. Wicket, si, je le sais, mais alors là, t'es allé chercher une zone de ma mémoire qui n'avait pas été activée depuis la fin des années 90, quoi. Tu les as vus, les Bien deux sûr. films Ewoks? Ouais. Je les ai vus sur M6 un dimanche soir. Hein. Oh là là, la Madeleine de Proust, ouais. Ah, ouais. T'es allé chercher loin, celui-là. Une des choses qui m'a vraiment déçu sur toute la série, c'est la mise en scène. Il y a très peu d'idées, je trouve, à ce niveau-là. Sauf sur un épisode particulier. Le 5, ouais. Mais toi qui me disais que peut-être la mise en scène, c'est pas le truc qui te touche le plus, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans cet épisode, tu t'es dit, tiens, là, il y a un truc un peu différent? Déjà, l'intégralité de l'épisode, réalisé donc par Bryce Dallas Howard. Une manière plus intéressante d'amener les choses, un plan séquence. Ouais. Là, il se passe quelque chose. Surtout que les plans séquences, vu que c'est des décors immenses et de la CGI, c'est pas facile, mais à part ça, où vraiment, quand c'est très marqué, je me rends compte, c'est plutôt inconscient cet épisode, puis il est stylé visuellement, puis ça change de pas être dans le sable. Ce plan séquence, il est pas gratuit en fait. Il a du sens, c'est-à-dire qu'on accompagne Mando, il est en souffrance, donc il a du mal à se déplacer. Ça nous permet non seulement d'être un peu à sa place dans le déroulé de sa démarche. La petite phase d'ascenseur est très drôle. Ouais, voilà, en plus. Et de nous faire découvrir l'environnement qui esthétiquement est très très beau, dans lequel il évolue. La narration et la physique du lieu se lient dans ce plan. Et ça, il y a à aucun moment ça. Ouais. Dans les épisodes avec Boba Fett, on est sur du champ contre champ, un Ouais. truc très plat. Les scènes d'action Ouais. sont horribles. Mm. Je sais pas, il y en a une qui t'a plu, toi? Si, avec le rancor, à la fin. Il se passe un peu des trucs parce que t'as une grosse bête qui jette des machins. Il y a un côté ludique enfantin. Ouais, oui, on voilà. prend nos figurines Oui, et... c'est ça. À la décharge de Robert Rodriguez, filmer le désert, c'est peut-être plus répétitif et redondant que cette espèce de station incroyable où il y a plusieurs niveaux, où il y a des bars avec du monde. Ouais. C'est un matériel plus riche, on va dire. Ok, je veux bien reconnaître ça. Tu vois. Vraiment, ça n'empêche pas Robert Rodriguez d'être l'un des pires réalisateurs que je connaisse. Ça n'empêche pas. C'est une horreur. Mais je veux dire, tu vois, ne serait-ce que quand ils sont dans les sous-sols là, entre Mandaloriens et qui se battent, ils sont sur une passerelle et t'as le vide en dessous. T'as une tension naturelle du lieu qu'il y a moins dans le désert. Donc les lieux aussi jouent beaucoup, mais ça n'empêche qu'il y a peu de propositions fortes dans les épisodes qui se passent sur Tatooine. Une scène d'action, elle est bonne pas uniquement parce qu'elle est bien chorégraphiée ou bien filmée, mais c'est qu'il y a un impact émotionnel, qu'il y a une raison d'être là. Ok, ouais. Tu cites le rancor. L'idée est cool, il chevauche le rancor. Mais en fait, la manière d'amener ça, elle est tellement gratuite bien sûr. que du coup, ça dédramatise complètement cette arrivée. En plus, tu t'en doutes, parce que quand il reçoit le rancor, il dit ouais, je le chevaucherai. Mais entre cette scène-là et le moment où il le chevauche, il y a aucun moment d'intimité avec ce rancor. Ouais. Ou un contact avec l'animal. Donc en fait, c'est complètement vain. Et puis, c'est quand même très mal Bien sûr. filmé. Cette relation, ça aurait pu faire l'objet de plein d'épisodes. Sûr. Ils ont fait une trilogie là-dessus qui s'appelle How to Train a Dragon. Le premier épisode, c'est un petit gars qui rencontre une créature super forte et ils vont passer 2h30 à s'apprivoiser. Et quand il arrive à monter sur son dragon, tu te dis waouh, c'est trop bien. C'est vrai que là, il arrive sur son rancor et tu fais ouais, on l'avait vu venir. Ouais. De mémoire, la seule bonne scène d'action vraiment bien chorégraphiée, c'est celle du début de l'épisode avec Mandalorian dans la boucherie. Oui. Et avec Boba Fett, il y a jamais ça. Dans le premier épisode, tu sais, ils se font entourer par des ninjas avec des boucliers. Ouais. Ils le tapent avec des trucs électriques. En fait, vous êtes là pour le tuer. Pourquoi vous le chatouillez? Il se donne des coups. C'est ridicule. Pourquoi Ouais. vous faites ça? Juste pour faire une scène d'action? Oui, c'est vrai que ça sert pas à grand chose, ouais. Un problème aussi sur les scènes d'action, j'ai l'impression que les Pikes sont allés au même centre de formation que les Stormtroopers. Il y a un moment où les deux en tenue mandalorienne sont acculés là, ils se font tirer dessus et quand même Mando, lui, on va dire, il est recouvert à 60-70% de Beskar, mais Boba, il est recouvert à 40%. Et putain, coup de bol, hein, parce qu'il se prend quand même 20 tirs de blaster tous sur son armure. Un peu trop facile, alors qu'en
face quand ils tirent, c'est genre 100% ils font mouche. Ça me fait vraiment l'effet des films qu'on pouvait faire quand on était enfant. Tu sais, on veut faire une scène d'action et puis en fait, tu te fais tirer des mecs à 2 mètres l'un de l'autre et ils se touchent pas parce que ça t'arrange pas dans ton scénario, tu vois. Il y a aussi le modifié avec l'œil. Il fait une espèce de pirouette avant de tirer avec son flingue. Oui. Et ça, c'est typique Robert Rodriguez. Dans Desperado 2 surtout, où il y a vraiment ce type de tir de flingue. Ça justifié parce que le film est très pop et très over the top. Mais là, ça n'a aucun sens. C'est juste Robert Rodriguez qui fait une pirouette, hyper. Bon, moi je déteste Robert Rodriguez. Disons qu'il a pas fait ses preuves, hein. Alors que Bryce Dallas Howard, mais elle gagne à être connue. Mais elle est forte, elle, hein. Il y a aussi la question des effets spéciaux. Oui. J'ai l'impression que chez toi, il y a ce vrai plaisir à redécouvrir l'univers Star Wars avec des moyens plus modernes. Ouais. L'effet spécial qui m'a le plus marqué, très clairement, c'est Luke enfin réussi. Quel plaisir de voir revenir Luke Skywalker à la fin de la 2e saison de Mandalorian. Ouais, mais quelle déception de voir sa tête. C'était un peu raté, mais tu dis bon, c'est une série, ils ont peut-être pas les moyens, mais là, c'est presque effrayant. Ouais. Moi, ce que je trouve drôle dans cet épisode, c'est que c'est là où t'as peut-être le plus d'humanité, et c'est les scènes où il n'y a pas d'humain. C'est là que tu vois que c'est quand même très fort, et maintenant, les personnages en CGI peuvent vraiment transmettre des émotions. Mais outre le défi technique, c'est aussi parce que c'est bien amené avec les 2 saisons de Mandalorian. Émotionnellement, on est impliqué. Et du coup, on y croit, on a envie d'y croire. Grogu est hyper touchant, quoi. Ce personnage qui a très peu de registres, qui s'exprime littéralement comme un bébé, c'est des bruits de bébé humain, hein, et qui est juste à regarder, à comprendre, à faire des tout petits gestes. Il est hyper réussi, ce personnage. Je viens de penser qu'on n'a pas parlé de la pire scène, à la fois en termes de mise en scène, mais aussi d'effets spéciaux. C'est la scène de course-poursuite. Vespa contre le speeder, quoi. Ouais. La course-poursuite qui marque sur Tatooine, c'est les courses de Anakin, bébé, ça c'est génial. Et non, il se passe pas grand-chose, alors que Mando, tu vois, en 2 secondes, il prend son vaisseau, il retourne dans les canyons, il fait « Ah oui, on est bien dans ces canyons. » Les scènes que tu as citées, c'est la vitesse qui parlait. Ouais. Là, ça ne va pas vite. Et c'est même pas une question de vitesse des appareils en tant que tels, c'est la rythmique du montage. Oui. Même le design même des pétrolettes de l'espace qui ont une forme de lourdeur, du coup tu crois pas... Ouais. C'est horrible. Genre en fait je ne saurais même pas analyser plus en avant cette scène tellement j'ai essayé de la sortir de mon esprit, donc on n'est pas obligé d'en parler 20 minutes. On va arrêter de taper sur l'ambulance à ce niveau-là. Petit quiz. J'espère que je serai meilleur. Question compliquée celle-là, faut vraiment être connaisseur. Pourquoi le général Grievous tousse-t-il au début de l'épisode 3 ? Alors, il avait chopé une bronchite de droïde. C'est pas un droïde, c'est un cyborg. Alors, est-ce qu'on peut le savoir par rapport au film ? Non. Ah ok, bah alors je sais pas, je donne ma langue à un Wookie. Juste avant la sortie de l'épisode 3, il y a eu une série animée Clone Wars. Ouais, bien sûr. En animation, qui a été complètement oubliée, qui a été réalisée par Genndy Tartakovsky. Ça raconte l'entre-deux de l'épisode 2 et de l'épisode 3. C'est vachement bien, il y a même des épisodes où il y a presque pas de dialogue, c'est que de l'ambiance. Ça te raconte la guerre des clones, ça te raconte comment Anakin commence déjà à monter du côté obscur. Et il se trouve qu'à la fin de cette série, tu vois l'enlèvement de Palpatine par Grievous sur Coruscant. Il se bat contre Mace Windu et avant de monter dans son vaisseau, Mace Windu utilise la force et lui écrase la cage thoracique. Et c'est pour ça qu'au début de l'épisode 3, ils toussent. Cette série a été complètement remplacée par la série Clone Wars. Il se raconte que cette série est tellement bonne, à mon sens supérieure à ce qu'elle a prélogie, que George Lucas n'a pas trop apprécié au final et a tout fait pour enterrer cette série. Bébé, tu es musicien ? C'est vrai. Moi, pas du tout. C'est vrai. Donc j'ai envie de te poser des questions sur la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti dans la musique de Boba Fett ? Premier épisode, générique de fin, je fais tiens donc, surprenant. Deuxième épisode, je fais surprenant. Troisième épisode, j'adore. Et en fait, j'adore le thème de la fin, qui est en fait une succession de 3 ou 4 mouvements musicaux, et composé comme les thèmes du Mandalorian par Ludwig Göransson. On est entre tradition et modernité. Parce que on est dans l'inspiration John Williams, épique, les gros cuivres, les thèmes facilement reconnaissables, mais en même temps il y a de la nouveauté. On a des chœurs, un peu à la bulgare, qui font des dam dadam dadam dam dam dadam. Donc c'est surprenant. Et l'arrangement, c'est-à-dire le choix des instruments et la façon dont ils sont mixés, et la composition, je les trouve super. Je trouve quand même qu'il y a un côté un peu too much. Là on est quand même sur une histoire de tout ce qui est Tusken, un peu de fraternité. Donc si tu veux, c'est pas gênant que ce soit des humains qu'on entende pour porter ce truc-là. C'est assez primaire, assez primitif, assez brut. C'est moins grandiloquent que des violons ou des cuivres. Ça marche bien quand t'as des avions dans l'espace. Là, t'imagines les Tusken qui sont autour du feu, ils pourraient faire des dom 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 dom. Et dans ce thème, donc au début, les dames d'alam, je suis pas très fan, mais t'as un deuxième mouvement un peu plus calme qui ramène sur le troisième mouvement qui est vraiment bien. Et là où je te dis, c'est vraiment Star Wars, mais en même temps un peu nouveau. Ça, c'est le moment que je préfère. Et là, ça part et c'est épique. Quelque part, ils font aussi des diphtongues, des onomatopées. Enfin, c'est du yaourt aussi ce qu'ils chantent. Et ça, c'est pas anecdotique.
C'est-à-dire qu'ils sont pas en train de dire ou de oh, ils font dam, do, da, dom, badam, dom. Il y a les syllabes, quoi. C'est-à-dire, tu peux écrire le texte. Hein. D'accord. Dam, dom, badam, da, dom, babam, badam. Et ça veut rien dire. Ça, c'est ballsy. Faut oser faire des trucs comme ça. Je sais pas, c'est peut-être une langue alien, mon gars. Oui, c'est peut-être une langue alien. Eh oui. Mais ouais. Toi, tu vis au 21e siècle, t'en sais rien. Passer après John Williams, c'est pas facile. Et lui, il arrive à proposer des trucs vraiment forts, quoi. C'est marrant parce que c'est un monde où la musique existe. Ouais. Par contre, c'est un univers où jamais personne n'écoute de musique enregistrée. Surtout, tu sais, quand t'as Mando, il fait quand même des voyages assez longs, quoi. C'est vrai, Il pourrait se passer un petit scud. Non, elle est tout. De mémoire, le seul moment où j'ai vu ça, c'est le début de Jedi Fallen Order, le jeu, où ils ont pris la musique d'un groupe que j'adore qui s'appelle The Who. C'est un groupe de métal mongol qui utilise des instruments traditionnels, mais aussi des instruments modernes. Et en fait, ils ont utilisé une de leurs musiques ou ils l'ont faite pour le jeu. Et c'était assez marquant parce que, comme c'est une langue que toi tu connais pas, t'as un peu ce réflexe de dire langue alien. Putain, ils ont écrit une chanson en langue alien. Bon bah non, c'est du mongol. On va faire un épisode avec Linguistica sur ce sujet. Ah oui, un peu. Bon, bref, je te remercie pour ces éclairages. C'était très intéressant. T'en prie. On va conclure, mais avant, un petit quiz. Quel est le nom de la planète sur laquelle se déroule la bataille finale de l'épisode 2 ? Bah, on n'est pas sur Tatooine ? Non. On est sur... Je suis sûr que je vais te le dire, Bah ouais, je sais. Il y a Bespin, mais c'est pas ça. Datomir, c'est pas ça. Évidemment, c'est pas Coruscant. Évidemment, c'est pas Naboo. Enfin, c'est terrible parce que je sais que je sais. Et j'ai beaucoup joué au Risk Star Wars avec les séparatistes. Et, bah, c'est sûr, voilà, du coup, je sais, c'est une des planètes qu'on allait voir. Géo... Bien sûr. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, c'est énervant. Ah, je donne ma langue au chat parce que ça va être trop long. Géonosis. Géonosis, mais oui, je connais que ça. La planète de ceux qui font les clones ? Bah c'est... bien sûr. Oh, c'est horrible. Quand c'est un quiz beau, c'est en B. Non, en K. Deuxième lettre ? M. Enfin, Camino. Voilà. Quand même. Et alors celle-là est plus compliquée. Ah, elle est... La planète où Obi-Wan tue Grievous dans l'épisode 3. Celle-là, si vraiment, plus compliqué. Le 10 deux fois, je vais donc dire c'est à Ponto Combo, en Seine-et-Marne. Eh bien, il y a des lettres en commun. C'est Utapaou. Utapaou. Ouais. Voilà pour le quiz. Merci, bravo. Petite question, bah assez facile. Le nom français de Chewbacca dans l'épisode 4. Chic Tabac. Chic Tabac. Et comment on le sait ? C'est Obi-Wan qui dit ce Chic Tabac, là, un appareil qui pourrait nous convenir. Ah. Par contre, Han Solo l'appelle Chico. Oui, quand il rentre, il dit mets la gomme Chico. Du coup, le nom de Han Solo ? Yann Solo, et le nom de C3PO ? Z6PO. Mais du coup, le Faucon Millennium, il s'appelle comment ? Il s'appelle pas le Faucon Millennium ? Ah bah non. Je me souviens tu les as tous fait, sauf le Faucon. Juste dans le 4. Après, il change. Oui, mais ça revient, alors je sais plus. C'est le Millennium Condor. Oh, bien sûr. C'est génial. Si tu devais avoir un dernier mot sur Boba Fett, qu'est-ce que tu dirais ? C'est quand même dommage que le personnage moins bon de la série soit le personnage principal. Ouais. J'ai pas non plus passé un mauvais moment. C'est vrai qu'on peut être critique, mais il y a aucun moment je me suis dit j'ai mieux à faire que de regarder ça. Ah ouais, moi t'es vraiment bon public. Chaque semaine je me disais je perds du temps dans ma vie. Précision intéressante. Ouais. Enfin j'ai un home cinéma de très bon niveau, le son est très bon. En termes de grand spectacle, je regarde dans des très bonnes conditions. Ça sur mon téléphone, vraiment il y a des moments où j'aurais été sur WhatsApp en même temps, je le sais. The Book of Boba Fett ne rend pas honneur à ton installation. Et j'ai vraiment le sentiment que même avec ton installation... C'est très indigent. On peut se poser la question du coup, qu'est-ce que tu attends d'une suite de Boba Fett ? Vraiment, les attentes qu'on a sont liées à Mando. Il nous parle de possible rédemption en allant sur Mandalore. Ouais. Et l'histoire de Grogu aussi. Surtout, presque. Ouais. Oui, il y avait quand même un Jedi très puissant qui finalement a décidé de... Alors ça, c'est très mafia. Petite parenthèse, il y a une légende sur la mafia italienne où on présenterait au bébé un flingue et une paire de menottes pour savoir s'ils vont choisir la mafia ou la police. Et il y a cette scène qui est incroyable avec Luke qui fait le même coup. Enfin bref, peut-être aussi un hommage à la mafia dans cette scène. Très sincèrement, je vois même pas ce qu'on pourrait raconter dans une saison 2 de Boba Fett, mais il y a aussi la série Obi-Wan qui va arriver. Oui, bah ce personnage très intéressant, qui a une ellipse de 30 ans. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'on va retourner sur Tatooine. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelques plans qui ont l'air de se passer peut-être autre part. Bah, il est quand mais même ce serait censé... pas cohérent, il est censé rester. Il est censé surveiller Pépère qui est sur Tatooine, qui va pas en sortir de toute sa jeunesse. C'est vrai que d'un coup, on fait une série sur un mec qui est censé être un ermite toute sa vie. Bon, voilà. Après, oui, il y a les derniers chasseurs de Jedi, donc j'ai l'impression que ça va creuser un peu ça. Du fait de Boba Fett, je suis prudent. Déjà, ce trailer, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en train de s'excuser pour Boba Fett. Regardez, Obi-Wan Kenobi, des sabres laser. Ça a l'air d'être bien filmé, alors c'est peut-être les meilleurs plans, mais c'est assez rassurant là-dessus. Tu sens le côté mythologique, on sait qu'Aiden Christensen va revenir pour jouer Dark Vador, Anakin. Oui, bon, on sait pas, effectivement, peut-être Anakin aussi. Ça parle, mais tu te dis, est-ce que ça me parle parce qu'il y a que la fibre nostalgique et que je viens de me taper un Boba Fett
extrêmement mauvais. J'ai envie d'y croire et en même temps, je suis assez prudent, perso. Moi, vraiment, je vais te dire, je vais voir cette série. Je Oui, vais la non, regarder. mais bien sûr, là, j'en suis pas au stade où j'abandonne. Ouais. tu vois. Et puis le charisme d'Ewan McGregor est sans commune mesure avec le charisme des acteurs qu'on avait dans Boba Fett, quoi. Non, non, là, la suite, écoute, je suis plutôt impatient. Disney gagnerait énormément à définitivement tirer un trait sur l'histoire des Jedi, Oui. etc. Et aller explorer des époques surtout qu'on n'a jamais vues. Tu sais, il y a la Haute République. Le truc très intéressant bien avant, Oui, bien voilà. après. Et allez-y, faites-vous plaisir, mais écrivez des bons trucs. Pour rester sur une note aussi positive, ça me dérange pas que Star Wars fasse des choses où j'adhère bof. Parce que je préfère qu'un truc existe et que les gens aient la possibilité de le voir ou pas, plutôt que ça existe pas. Tu vois, je suis pas du genre à dire Star Wars, c'est sacré, les épisodes 1, 2, 3 n'auraient pas dû exister. Si, ils existent, et puis il y a du bon et du moins bon. Je suis d'accord avec toi. Après, nous, on a grandi avec le 4, 5, 6, et bah tant mieux pour nous. Mais je veux dire, les gamins de 2022, c'est bien qu'ils aient gros goût, c'est bien qu'ils aient BB-8, Rey et Finn. C'est pas parce que ça nous paraît moins bien que c'est pas bien. Je crois que ce sera un très beau mot de la fin. Merci PV. Je t'en prie, merci à toi, capitaine. C'est quoi tes news? Beaucoup de musique, mais pas que. Régulièrement sur Twitch, de temps en temps sur YouTube. Souvent en vadrouille à droite à gauche avec les franglaises. Qui est ton groupe C'est un groupe, ouais, un spectacle musical dans lequel je suis depuis le début. On est en tournée actuellement jusqu'aux vacances. Ça reprend à la rentrée au Casino de Paris à partir de fin décembre pour 2-3 semaines autour des fêtes. Donc, le plus simple, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et puis je suis toutes les semaines a priori sur Twitch en train de faire soit de la composition en direct, soit d'écouter les morceaux de la communauté en direct et des trucs super bien, soit de mixer, de jouer, de faire plein de trucs. Je m'amuse. Nouvelle plateforme rigolote. Et puis faire l'Olympia. Et voilà, des petits Olympiens qui arrivent 2 fois. au mois de mai en featuring avec des amis, ouais. Et toi, l'actu? Mourir. Ah, ok, je vais peut-être y aller du coup, parce que j'aimerais bien ne pas être là quand ça arrive. Merci pour tout. Merci à toi, Je te capitaine. téléporte. Ok, ça fait pas mal, hein. Tu verras. Ok, j'ai... Merci pour tout et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.